Bienvenue parmi nous. Oups. Merci, Excel. Je disais bonjour à tous, bienvenue parmi nous dans cette semaine internationale de coaching qui s'appelle l'International Coaching Week. Donc, le coaching qui est fêté à travers le monde simultanément à la même période. Il se fait de façon solidaire pour un petit peu rapprocher le coaching des gens. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour assister au webinaire de notre nouvelle membre, Kinbushia, qui nous vient de Barchid, Kinbushia Mossadeghin. On l'a annoncé sur les réseaux sociaux comme étant un baptême de coach. Donc, pour expliquer ce concept, je suis en charge de la commission membership au sein d'ICF Maroc pour ce mandat. Et j'ai créé ce concept justement pour mettre nos nouveaux membres à l'honneur. Il s'agit tout simplement, dans une optique d'inclusion et d'intégration et de partage de connaissances, d'inviter les nouveaux membres à animer soit un webinaire, soit un atelier, un workshop, euh, dans le thème de leur spécialité. Et ça nous permettra justement de les connaître, comme on dit, sans sora, et de les intégrer et puis de profiter de leurs connaissances, qu'ils soient juniors ou seniors. Donc voilà, maintenant que cette introduction est posée, je vais commencer par présenter Kinbushia. Elle est fondatrice du cabinet EV Coach, coach scolaire, membre d'ICF avec nous. Elle est coach systémique et entrepreneuriale, formatrice en éducation des adultes, membre de plusieurs associations dont l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes au Québec. Donc, sa raison d'être d'entrepreneur, formatrice et coach, en premier lieu, réside dans son intérêt à faire émerger les consciences de tout individu adulte et entrepreneur par le coaching et la formation. Et en second lieu, son rêve, elle désire, mais je dis son rêve parce qu'elle est rêveuse, justement, c'est qu'il y ait une élévation des consciences des intervenants du monde et dans le monde éducatif et scolaire. Ses domaines de prédilection, le coaching professionnel, éducatif et scolaire, coaching familial systémique, orientation scolaire par le coaching, coaching entrepreneurial, formation en éducation des adultes pour les organisations et établissements scolaires. Donc, j'ai une très grande liste ici, mais je vais me limiter à ça. Et je dirais qu'au-delà de cette présentation technique, Kinbushia est une femme de cœur, est une femme généreuse, est une femme intuitive, émotive. Donc, je te passe la main sans plus tarder pour continuer. Merci. Shukran, merci beaucoup. Donc, c'est un grand plaisir, Nyoma Ma'akoum. Je vous remercie infiniment du cœur. Et parmi les outils du coach, la fenêtre de Johari. Donc, on va l'utiliser aujourd'hui pour voir est-ce qu'il y a d'autres facettes dans mon être et dans l'être du coach à explorer dans une vision éducative. Donc, je partage mon écran pour être dans une dynamique contextualisée. C'est clair? Oui, c'est bon, plein écran, C'est bon. vas-y. Donc, merci pour la présentation. Voilà, ce que j'apprends de moi de plus, c'est que je suis une apprenante adulte. C'est comme si que je me définis en tant que coach adulte apprenante. Donc, bien sûr, ma grande mission, c'est voir le monde en rose, éveiller la conscience, libérer le potentiel. Et je vous invite, ma chère présence, en fait, de nous partager votre énergie et votre vision du coaching éducatif. Donc, le coaching, bien sûr, on ne peut pas parler d'un coaching éducatif sans présenter une petite présentation du coaching rapidement, parce qu'il y a eu avec M. Fer, il y aura avec M. Frédéric plus de détails sur le coaching. Bon, juste, j'essaie de me libérer l'écran. Alors, en attendant, Kinbushia, si tu permets, tu as posé une question qui était, c'est quoi le coaching éducatif pour vous? Si vous voulez juste écrire sur le chat, moi, je vais prendre note et toi, tu continues ta présentation. Voilà. J'espère que ça marche bien comme ça pour moi. Voilà.
Alors, je continue, Oui, oui, tu continues. Et pour ceux qui super. voudront s'exprimer, il y a le chat. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va voir en bref quels sont les types et les contextes du coaching pour les coachs et les sympathisants qui veulent devenir coach. Bien sûr, le référentiel, c'est ICF et bien entendu, c'est qui le coach. Entre parenthèses, à chaque fois que je fais cette présentation dans un contexte scolaire, les clients prospects du coaching, ils veulent devenir des coachs. Donc, je fais mon branding et je demande aux écoles de coaching pour me recruter pour leur faire le débriefing. Donc, juste pour l'anecdote. La question qui se pose, le coaching, quelle profession? Donc, je continue. Le coaching, quelle profession? Et il était découvert, bien sûr, avec Socrate. Il est si ancien, même si on le voit si nouveau. Avec Socrate qui utilisait les deux éléments, notamment la maïeutique, qui est l'art d'accoucher les esprits, et l'ironie, celui qui pose des questions au feignant qui ne sait pas la réponse. Pourquoi? Pour aller chercher chez l'autre une certaine confrontation de sa réalité, pour pouvoir aboutir à un sens et aboutir à une résolution de sa situation de la façon qu'il voit juste et congruente. Donc, c'était la pensée de Socrate avec ses disciples. Par suite, on a vu le coaching émerger dans le coaching sportif. Ça, c'est dans les années 50 aux États-Unis, où ils voyaient que c'était important de travailler en parallèle sur le corps, sur le mental et sur le côté émotionnel du sportif, de l'artiste sportif pour pouvoir être dans son état de présence le jour de l'événement en bonne énergie. Bien sûr, le coaching s'est émergé au niveau de l'entreprise où on cherchait la performance, notamment comment aller chercher plus de potentiel, plus des objectifs à réaliser. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de coachs, managers et entrepreneurs avec nous et ils comprennent dans quelle mesure le coaching est important pour l'entreprise. Éventuellement, le coaching, on le voit dans le quotidien pour le développement personnel et professionnel des individus. Et bien entendu, c'est le life coaching. Et je le contextualise aujourd'hui en parallèle avec beaucoup de types de coaching, avec le coaching scolaire ou bien que je nomme moi personnellement le coaching éducatif, spécifiquement dans ces situations, dans le coaching, dans le contexte scolaire, où l'on travaille sur les techniques d'apprentissage, sur l'état d'esprit de l'adolescent et du jeune adulte et de générer chez lui une motivation à apprendre. Donc, dans ce monde, un moment, je vous prie, j'essaie juste de décaler la barre. Donc, dans ce monde, on se demande quels sont les types de coaching et pourquoi le faire. En premier lieu, nous avons le coaching curatif ou bien le coaching de résolution. C'est là où on est demandé à résoudre avec, bon, c'est notre client qui doit résoudre quand même sa problématique, mais la situation de l'intervention, c'est une situation de résolution de problèmes. Il y a des difficultés, il y a des obstacles. Donc, il faut savoir comment on va aller chercher des solutions à la situation pour dépasser ses limites et ses obstacles. Le deuxième type de coaching, quoi que soit sa catégorie, il peut être inclus dans l'un ou l'autre. Deuxième type plutôt, c'est le coaching génératif de développement. Je vais aller chercher mon état de demain. Quelle personne je veux devenir? Comment je peux me développer?
c'est une situation qui n'est pas forcément problématique, mais plutôt c'est une aventure de croissance où l'on cherche à améliorer nos compétences en tant que coaché et on cherche notre autonomie dans des circonstances particulières et on veut apprendre à apprendre. Et le troisième type, c'est le coaching ontologique ou bien le coaching de quête de sens. La quête, tout simplement, c'est ce que vous voulez faire avec vous-même et le sens, pourquoi vous voulez le faire. Donc, ces trois types sont applicables dans tous les contextes de coaching et ce qui nous ramène à la fameuse définition de ICF. Je ne vais pas la lire parce que vous la connaissez, mais le principe, il y a coach, coaché, situation. Le coaché est centré sur sa situation. Le coach est centré sur la relation avec son coaché pour réagir sur la situation de coaching. Bien entendu, ce coach, j'essaie de faire vite parce que c'est une introduction. Bien entendu, le coach en référentiel à ICF plutôt, il doit avoir des compétences. Auparavant, il y avait 11. Aujourd'hui, ils sont 8 compétences que je représente brièvement. Donc, tout d'abord, il faut établir les fondations. Quand on parle fondation, c'est que nous, on est réglé par une éthique de pratique de coaching. La déontologie nous règle. On fait le coaching et pas une autre pratique. Deuxième niveau, dans le premier niveau de changement, c'est incarner l'état et l'esprit du coaching. Donc, c'est un esprit d'ouverture, de créativité, de flexibilité et de bienveillance. Deuxièmement, pour créer la relation. Pour créer la relation en termes de contrat. C'est important d'établir le contrat de coaching comme compétences qui doivent être apprises par le coach professionnel. Par suite, dans quelle mesure ce coach est capable de gérer un contexte de confiance sécurisant pour son coaching. Le niveau suivant, la présence. Dans quelle mesure nous sommes présents, âme et corps, à notre coaching. Le niveau 3, c'est communiquer efficacement en termes d'écoute active et aussi en termes de questionnement, d'enrichissement de la conscience, parce que notre objectif, c'est générer un changement. Et pour ceci, il faut commencer avec une prise de conscience pour savoir quand même le sens. Pourquoi on veut changer? Le changement dans le sens de la croissance, changer un comportement, une attitude. Donc, nous avons besoin d'une conscientisation du client sur sa situation actuelle pour pouvoir parler de son état futur. Et le quatrième niveau, cultiver l'apprentissage et la croissance en faisant grandir notre client, en accompagnant son potentiel, en célébrant avec lui sa réussite et sa croissance. Alors, je ne peux pas parler des compétences sans parler de l'être. Parlant compétence, c'est un savoir-faire, un savoir-être et aussi un savoir-agir contextualisé. Nous, en tant que coach, c'est dans la pratique où on est, nous aussi, confrontés à l'incertitude. Comme notre coach est aussi confronté à son incertitude, d'où l'être est important. Et ici, je fais référence à Être coach de Robert Dills et je vous invite vivement à le lire et à relire. C'est une base des coachs quand même pour l'être, où l'on apprend comment gérer les niveaux de changement. Les niveaux de changement, bien entendu, il y a l'environnement, il y a le comportement, capacité, compétence, système, valeurs, croyances pour pouvoir accéder à l'identité du coaché. Donc, justement, ce processus de changement nous ramène, nous, en tant que coach, à se demander quelle est ma posture
en tant que coach. Parce que coach, c'est vague, mais dans la situation, on est dans une spirale où on peut quand même prendre plusieurs postures, mais dans le respect des règlements des 8 compétences, dans le respect de l'éthique d'ICF. Donc, ces niveaux de changement nous ramènent à suivre tout d'abord un processus, puisque le changement est contextualisé. Les coachs organisationnels le comprennent bien. Les coachs, quel que soit le contexte d'intervention, il faut aller tout d'abord coacher l'environnement. Dans quelle mesure cet environnement est compatible et encourageant pour le changement que le coaché veut amener dans sa situation. Donc, quand sont des questions qui doivent être posées dans n'importe quelle situation coaching. Deuxièmement, il faut aller chercher les comportements de l'état actuel pour pouvoir parler des comportements de l'état désiré, parce que ce qui différencie quand même les rêves de la réalité, ce sont les comportements. Et on ne voit pas les motivations des personnes, par contre, on voit les comportements. Et nous, les coachs, on sait deux choses. Sans objectif, il n'y a pas de coaching, et sans motivation, il n'y a pas de coaching. Donc, c'est le comportement. Le comportement est un indicateur de la motivation du client dans son processus de changement. Par suite, on prend la posture. Donc, je n'ai pas parlé des postures. Hein. Le premier niveau, le coach prend la posture de guide gardien. Et si vous voulez plus de détails, on le fait dans une autre présentation où je vous invite à lire le livre de Dietz. Deuxième niveau, le coach, il est dans l'entraînement. On a les PNListes, hein? C'est votre tour, c'est le jeu des PNListes. Le troisième niveau de l'être coach, on est des enseignants. On est des enseignants, pas dans le sens du conseil, mais dans le sens de l'interaction, dans le sens de la méthodologie, dans le sens de l'apprentissage de la stratégie. Nous sommes dans une posture où on invite nos coachés à apprendre comment gérer ses besoins, ses ressources, ses relations et aussi son comportement et son environnement. Le quatrième niveau, et là, le coach devient un mentor inspirant. Il protège la relation mentor-protégé, il protège son coaché dans sa situation de changement en allant chercher ses valeurs profondes, ses besoins, parce que ce sont les besoins qui génèrent l'énergie. Justement, c'est pour ça qu'on fait le lien entre la motivation. Ce sont les besoins et les valeurs profondes qui génèrent chez nous cette énergie pour aller vers le changement désiré. Et bien entendu, le fond de l'iceberg sont les croyances, soit qu'ils nous bloquent et nous tirent vers le bas, ou bien ils nous tirent vers le haut. Et c'est là notre engagement en tant que coach de recadrer les croyances et de débloquer les blocages. Oui, le coach devient un sponsor. Il devient un sponsor parce qu'il croit à son coaché. Au moment où peut-être même lui, il ne croit pas en lui. Donc, la question, pour qui il fait ce changement? Il le fait pour qu'il se sente réalisé, pour qu'il se sente dans son état de grâce, pour qu'il commence quand même à accéder au niveau supérieur, le niveau spirituel, le niveau d'éveil, et se demander, OK, je suis réalisé, mon identité bien construite, donc je suis, je fais ça, pour cette mission, pour cette vision, pour ce charisme. Donc, dans ce parcours de ce chemin de changement, le coach et son coaché entrent en relation dynamique. C'est comme une danse harmonieuse où chacun expose son potentiel d'une façon que ça génère chez le coaché une continuité de motivation, de volonté, de croissance, une responsabilité dans l'engagement de ses actions. Et en parallèle, le coach
s'engage à rassurer son client, à l'écouter, à être présent et à manifester les 8 compétences ICF. Ce qui est important, c'est le cadre et le temps limité du coaching. Donc, ceci nous ramène à réfléchir à nouveau sur notre posture de coach en relation avec les compétences ICF. Et ici, j'accède et je me permets de vous inviter avec moi, au-delà de mes émotions, un moment de réflexion. Dans quelle mesure les postures de coach l'intègrent dans un processus où lui, il doit être professionnel et compétent dans une vision éducative intégrale, la vision intégrale de Ken Wilber, si vous voulez la chercher, donc vision systémique pour s'engager avec son client dans un voyage de l'héros où il l'amène de l'éveil jusqu'à l'autonomie. Donc, c'était en bref le coaching en peu de temps. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet, si Madame Zakia le permet, et s'il n'y a pas de questions à ce niveau. C'est OK parce que c'était une longue introduction, mais quand même, tu as touché à tous les niveaux. Pour les non-coachs, ça donne une idée globale. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. En gardienne de temps, nous sommes déjà à 10h25 passées. Donc, nous aurons une présentation sur combien de temps? 11h30. Oui, c'est-à-dire que tu auras une présentation de 20 minutes à peu près. Comme ça, on laissera les questions pour la Donc, suite en mode interactif. enfance. Je vais essayer Très bien. d'être concise, même si c'est difficile pour moi. Je sais que tu es généreuse. OK. Vas-y. OK. Donc, on va traiter aujourd'hui le coaching dans une vision éducative dans le contexte scolaire. Quand je dis éducation, c'est l'art d'humaniser les humains. C'est l'art de bien vivre. Et c'est aussi une notion plus englobante parce que ça intègre le scolaire, ça intègre le familial, ça intègre l'environnement où vit le jeune ado ou jeune adulte. Généralement, moi, je peux dire, puisque j'ai fait la psychologie quand même de l'adolescence, l'adulte, 17 ans plus ou moins et plus. Pourquoi? C'est pour la responsabilité éducative du jeune sur son engagement, sur son processus et pour le respect de l'éthique du coaching professionnel. Donc, l'adolescence, c'est l'époque où un enfant sait tout, à condition que cela n'ait aucun rapport avec le programme scolaire. Quand on dit enfant ici, ça ne veut pas dire qu'on coach un enfant. Mais on n'oublie pas que l'adolescence, c'est une phase de transition entre l'enfance et le jeune adulte, ou bien plutôt entre l'adultat. C'est l'accès à la puberté. Donc, bien sûr, كنا الحمد لله هنا آباء وشحال كيقول لنا الوليدات اسكت بابا ولا ماما ما تعرف والو أنا اللي كنعرف كل شيء مني تقول له فين أنت في القراية ديالك ايوا le silence règne. Je continue. Quels sont les cadres généraux du coaching éducatif? Une petite présentation. Et cette fois, c'est qui l'ado-coach? Alors, on est d'accord que le coaching éducatif, c'est un processus d'optimisation des ressources où on travaille sur l'état d'esprit de ce jeune adulte ou ce jeune ado. Déjà que accéder... Oui. C'est bon, c'est juste quand ta micro s'ouvre, Irsen le ferme, vas-y. Pour améliorer son niveau d'apprentissage, et quand je dis apprentissage, pas forcément scolaire, mais l'apprentissage dans la vie, pour aboutir à un état d'autodétermination et d'autonomie, où on laisse quand même continuer son chemin en toute sécurité, parce que nous aurons une personne intègre et intégrée dans la société. Et c'est ceci ce qui spécifie la vision éducative du coaching. En effet,
le coaching éducatif et scolaire a ses spécificités. Tout d'abord, l'obligation de la scolarité et le coaching. Si la scolarité est imposée sur le jeune, dans quelle mesure on peut imposer un processus de coaching? Question. Notamment dans le contexte scolaire où nous, coachs, on est menés à signer un contrat tripartite ou parfois quadripartite. Aussi, dans cet environnement, il y a beaucoup d'intervenants qui on peut et on doit coacher pour assurer un environnement sécurisant pour le coacher et les autres niveaux de progression du processus de changement. D'où la vigilance ici pour les coachs qui veulent intervenir dans le milieu éducatif et scolaire, de revoir et de voir et d'apprendre en continu et de peaufiner leurs compétences parce que c'est très vulnérable comme champ d'intervention. Le deuxième point, c'est la motivation. Donc, déjà, le jeune, il dit à l'école, moi j'ai pas de problème. Et pourquoi dans chaque matière, il me crée des problèmes? Donc, ici, question motivation, qu'est-ce qui intéresse le jeune dans sa scolarité, dans son éducation, pour lui prescrire, proposer ou imposer une intervention au coaching? Le jeune, le coach des jeunes doit prendre le jeune dans sa situation globale, avec son état émotionnel, affectif, avec ses difficultés, avec son niveau de croissance. Il n'est pas comme nous, les adultes, il est en progression journalière, en croissance, en transition, et avec un décalage entre la maturité cérébrale et la croissance, justement, biologique, psychologique, physiologique, sentimentale, neurologique, tout ce qu'on peut dire sur la phase de la fameuse adolescence. À ma surprise, il n'y a pas de crise d'adolescence. Il y a une transition dans l'adolescence. Donc, pour switcher du terme crise vers la transition, on est là pour accompagner le jeune dans sa transition vers le monde de l'adulte. Évidemment, le coaching se passe dans une limite de temps avec des objectifs précis. Il faut contenir en tant que coach cette limite temporelle des interventions au coaching. Éventuellement, comme un arbre à faire grandir le jeune, il doit quand même respirer l'air présent à côté de lui, exploiter ses ressources, se permettre parfois des petites erreurs. Et dans quelle mesure il peut se ressourcer de ses intervenants et dans quelle mesure ces intervenants sont des ressources positives pour lui dans son changement, dans sa croissance, dans sa progression. C'est la perspective éducative qui prend toutes ces dimensions dans le processus coaching. Donc, c'est une vision systémique où l'on agit sur le jeu, sur la personne, sur le ça, sur l'apprentissage, sur le nous, le système, plutôt le nous, la famille, l'école, les amis, et aussi sur le système de son éducation, le plus large possible qu'il le soit. C'est pour ça que je rêve d'un Maroc apprenant. Parce que autant qu'on sera plus éduqué, autant qu'on apprend comment s'éduquer nous-mêmes, on peut devenir de bonnes ressources pour nos apprenants et de bons intervenants en coaching ou en n'importe quelle discipline d'accompagnement. Donc, de l'élever à l'autonomie, c'est la perspective éducative dont je prends le coaching dans le contexte scolaire, parce qu'il peut être émergé aussi dans l'entreprise.
Mais la vision d'autonomisation du jeune coaché, et là, on fait appel aux spécialistes du coaching. Comme a dit Hanan hier, c'est important pour le coach de se spécialiser dans une partie. C'est comme les médecins généralistes et les spécialistes. En fait, le processus d'autonomisation, ça commence avec la motivation. Parce qu'en coaching éducatif, si on n'arrive pas à agir avec le jeune sur son objectif, on doit quand même faire bouger sa motivation. Donc, on va travailler sur le sens de l'intervention pour pouvoir aller vers l'objectif. Et à ce niveau, on accompagne notre jeune à explorer son potentiel, à se voir, se comporter et à apprendre comment s'estimer. C'est vraiment une partie où il y a l'apprentissage, apprendre à apprendre, apprendre à se connaître. Et déjà là, c'est une grande dimension de l'introspection où le jeune n'a pas cette capacité d'introspection. D'où l'enjeu de l'intervention est doublé parce qu'il n'a pas encore accès, un grand accès à son niveau quand même de cognition. Le niveau 2, on accompagne le jeune à faire des choix, à définir des projets en toute confiance et en toute sécurité. C'est là où on explore avec lui ses forces, ses désirs, ses craintes, ses obstacles. Donc, c'est une phase qui dépasse le diagnostic, mais on va aller chercher quand même à tracer un chemin, à tracer un projet, à définir quand même des comportements pour aller vers notre rêve et notre vision. Le comportement. Le comportement, c'est très important de le voir, de l'encourager avec des feedbacks positifs. Et c'est à ce niveau-là que le coaché devient affirmé. Pourquoi? Parce qu'il passe au niveau de construire lui-même quand même son engagement dans son projet. Donc, c'est un niveau où l'on commence à voir ce qui se passe à l'intérieur au niveau estime, ce qui se passe en niveau orientation, ce qui est vision. C'est le chemin d'interaction entre le futur et le moi. Donc, ce niveau du passage de l'estime à la confiance, à l'affirmation, c'est très important pour le jeune coaché. Et enfin, une fois tout ce parcours dans un temps limité, dans des séances limitées, dans des conditions très spéciales, très bienveillantes, moi je saurais parce que je le vis, surtout quand on fait le coaching pour se connaître, s'orienter et décider, on fait un bon voyage avec nos coachés. Et après, le coaché commence quand même à accéder à ses ressources, à déterminer lui-même ses stratégies, à faire ses organisations matérielles, temporelles, à gérer quand même ses relations. Et c'est là où on peut parler d'une augmentation de l'efficacité et de la démonstration du potentiel. À ce niveau-là, bien sûr, comme tout processus de coaching, on est dans le reflet de la réalité. On doit se retirer en toute bienveillance pour laisser notre héros continuer son chemin en toute confiance, en toute détermination vers une autodétermination qui est le niveau le plus haut dans la motivation. Donc, voilà, je présente en référence à Gaëtan Gabriel, qui est quand même le fondateur du coaching scolaire, le coaching scolaire et éducatif des jeunes. Donc, ce coaching, c'est un processus de réflexivité qui est une façon de réfléchir sur sa façon de réfléchir et de se comporter. La vision, c'est générer un comportement qui nous permet quand même à accéder au niveau le plus haut du potentiel possible dans une portée éducative où le jeune quand même apprend
à gérer sa scolarité, ses projets, ses orientations et ses choix dans un parcours, dans une phase, dans une période d'apprentissage à l'auto-évaluation. Bien entendu, c'est un processus qui se passe dans l'ici et le maintenant, où le coaché génère des actes et des pensées conscientes orientées vers le futur. Éventuellement, il exploite toutes les ressources à sa disposition tout en faisant le lien avec ses expériences passées, petites qu'elles soient, le plus important qu'elles soient, positives et appuyées dessus en faisant le lien avec un environnement sécurisant et encourageant pour dépasser les obstacles et aller vers cette fois les objectifs positifs qu'il a déterminés dans le contrat selon son choix. Et je souligne, et qu'ils soient des objectifs écologiques et des objectifs visant la croissance et l'éducation. Bien entendu, il détermine les stratégies nécessaires pour aboutir à ce changement et ainsi le processus de coaching dans une vision globale, systémique, englobante, un lieu et un temps de l'apprentissage, du changement et de la croissance. En effet, nous, AdoCoach, AdoCoach, nous sommes, avec fierté, nous sommes au service de nos coachés. Fini les postures, nous sommes à une posture OK+, où on se met entièrement avec toutes nos compétences et franchement, avec toute notre présence, on se met à son service. On se met avec son service, mais il nous faut quand même une éthique, des aptitudes et une posture. L'éthique, bien entendu, c'est le respect du référentiel coaching, la déontologie, de croire au potentiel de notre coaché, parce que quand même, nous sommes un coach sponsor. Aussi, on sait qu'il est unique. On le respecte dans son unicité et on le responsabilise sur son changement. Parce que entre pratique et théorie, j'ai passé de la pratique vers la théorie pour réfléchir sur mes pratiques. Et souvent, les intervenants nous responsabilisent, nos coachs, sur le résultat. Je rappelle, nous sommes responsables sur le processus, notre coach est responsable sur son résultat. Éventuellement, l'AdoCoach doit avoir des aptitudes, notamment les compétences ICF, bien entendu, l'empathie, la disponibilité, la créativité. Il doit être en formation en continu. Il doit être engagé dans son développement personnel et suivre toujours des supervisions. D'où je remercie les coachs mentors qui sont avec nous et je remercie aussi ICF qui nous a permis cette semaine d'apprentissage et de formation et de travail sur nous, les coachs, pour apprendre et grandir. Éventuellement, la posture. Nos coachs, nous sommes des facilitateurs d'autonomie. En effet, nous prenons une posture éducative et notre jeune, il prend sa posture responsabilisante. Le processus coaching est un processus de reflet. C'est comme le miroir où le coaché se voit agir et réagir. Éventuellement, le contexte d'intervention, c'est un contexte très systémique où on travaille sur les modes d'apprentissage, sur le jeune lui-même, sur sa culture et son système d'évolution. Donc, dans une première vue, j'aimerais savoir si possible avec toi, Zaki, avant d'accéder au modèle d'intervention, comment nos coachs voient en bref le coaching éducatif dans le contexte scolaire par rapport aux formations qu'ils ont eues comme clé de coaching.
Très bien. Donc, la question est posée. Les réponses pour ceux qui voudront intervenir verbalement, ben, qui lèvent la main pour structurer l'intervention. Pour ceux qui voudront écrire sur le chat, je rapporterai ce qui est écrit. Allez-y. Il n'y a pas de questions? Tijania, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, merci vraiment Ken Bouchia parce que c'est très, très intéressant. Tu as parlé bien sûr de l'objectif et tout ça. Alors moi les ados, ce n'est pas vraiment ma cible, quoique j'ai eu affaire à des jeunes, disons, qui commençaient à dépasser l'adolescence, puisque moi j'ai coaché effectivement mes étudiants, mais à l'université, donc qui sont dans l'enseignement supérieur. Oui, ben, moi, l'idée, c'est vrai, c'est d'augmenter de travailler sur leur motivation, de les mettre dans une attitude positive par rapport à leur avenir, parce qu'on a travaillé aussi avec des jeunes qui sont en fin d'études universitaires voilà, donc c'est peut-être pas tout à fait la même cible que Ken Bouchia. Mais en tout cas, travailler sur le développement de l'autonomie, oui, pour moi, c'est évident qu'il faut mener chaque coaché de toute façon à l'autonomie et à la responsabilisation. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce qu'en tout cas, j'ai essayé de faire quand j'ai eu affaire à des jeunes, un petit peu plus âgés que la phase de l'adolescence. Voilà, il y a peut-être des personnes plus spécialisées que moi pour en parler peut-être un peu plus. Merci, Tijania. Alors, Mounadi, comme vous l'avez bien dit, c'est une aventure de croissance. Et puis, Kautar, Kaki dit, c'est assez spécifique, puisqu'on travaille avec des adolescents qui sont dans une période de transition dans leur vie. Viravi dit, j'ai intervenu auprès des jeunes en situation de grande vulnérabilité, donc ce qu'on appelle la deuxième chance. Aussi, de les partager, parce que là, on rappelle le volet vulnérabilité sur lequel a insisté le client. Siwan dit le volet motivation est très important pour le jeune. Je dirais oui, le point crucial. Et Jihan dit comment coacher et mener avec l'autonomie, avec les différents moteurs comme ChatGPT ou autres. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui revient. À toi, Bouchi, alors. Donc, comment mener à l'autonomie à l'ère de l'intelligence artificielle? Donc, moi, je suis en posture réflexion. Et justement, les différences générationnelles, les valeurs, l'actualité sont une question pour nos coachs et aussi pour eux coacher. On ne peut pas nier cette progression technologique parce que c'est une partie de leur identité. Nous ne devons pas oublier quand même que nous, coachs, nous sommes dans une posture de reflet. Nous ne sommes pas des intervenants dans leur choix non plus, dans leurs décisions, sur quel outil ils vont faire quand même eux pour progresser. Mais à mon sens, quoi que ce soit la technologie, ils ne vont pas nous remplacer, nous, en tant que coach humain, présents pour eux. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, si j'ai bien répondu selon ma vision, mais j'imagine que nos coachs, ado-coachs, nous restons toujours plus puissants que n'importe quelle intelligence artificielle parce qu'elle va rester artificielle. Voilà. Nous, on agit avec notre... J'aimerais ajouter qu'Invoshia, que justement, nous sommes aujourd'hui, nous sommes passés de la génération Z à la génération Alpha. C'est une génération qui est née sous l'ère de la technologie, de l'intelligence artificielle. Ils sont bercés dans ce monde. Ça apporte beaucoup à nos jeunes, oui. Mais en même temps, en tant que parents adultes, notre rôle est de poser le cadre pour veiller à ce que ces enfants gardent l'esprit critique, gardent le libre arbitre et utilisent justement cette technologie comme toute autre chose
à leur service et non l'inverse. Et après, une fois adultes, ça va être leur propre choix. Mais nous, c'est justement l'orientation. Et moi, j'aimerais ici faire une petite récap de ce que tu as, de ce dont tu as parlé pour passer au modèle d'intervention. Moi, j'ai bien aimé l'expression, c'est un voyage de l'éveil à l'autonomisation. C'est magnifique. Et puis, justement, pour atteindre la responsabilité qui est le rôle de tout coach, accompagner son coaché pour prendre sa responsabilité et prendre sa vie en main. Donc, tu as cité les trois grandes lignes qui sont la motivation, en passant par le concept proposé et non imposé. Je trouve que c'est très puissant parce que un ado veut écrire son histoire de vie et il est dans une phase où il n'est pas là comme réceptable pour recevoir, mais il est en train aussi de voir et juger l'adulte. Est-ce qu'il est congruent par rapport à ce qu'il lui enseigne? Et à partir de là, commence peut-être confrontation qu'on appelle crise. Et là, l'adulte ne prend pas sa responsabilité. Il y a l'ego qui remonte. Et c'est là où justement l'adulte est appelé à prendre l'effet miroir que lui renvoie l'enfant. Et c'est joliment dit, c'est une transition et non une crise d'adolescence. Tu as parlé d'orientation qui est une phase d'exploration. C'est magnifique. Et puis comportement, comment construire pour développer cette confiance en soi. Et dernier niveau, les ressources, c'est-à-dire pour justement évoluer en termes d'efficacité pour atteindre l'autonomie à travers l'engagement. Parce qu'on sait que dans le processus de coaching, quand la personne travaille sur elle-même et trouve par elle-même les solutions, elle s'y engage parce que ça vient. Donc, Oui. une petite récap et je vois ce qu'il y a sur le beaucoup, chat Zakia, c'est top. pour passer à la suite. Donc, il y a Mona qui dit, selon votre expérience, quelles sont les principales choses à retenir dans le processus de génération de motivation, d'apprendre ou d'apprentissage chez l'ado? La motivation scolaire, c'est un autre sujet. Il faut voir ses bases pour pouvoir parler quand même comment intervenir sur la motivation. Par contre, dans le comment maintenant, on va voir quelques niveaux où il y a une partie de la réponse. Ok, ben à toi. Donc, on entame le comment. Donc, c'est fini la théorie. Maintenant, on va théoriser la pratique. Un petit ancrage. Le petit, il est là. Il faut travailler avec lui en toute vulnérabilité. Et justement, il faut être prudent pour ne pas le casser. Donc, c'est dans cette continuité pour qu'il grandisse et grandisse et grandisse que l'on doit intervenir. Donc, le champ d'intervention, merci beaucoup. Le modèle d'intervention, il faut savoir qu'il y a toujours un objet dans l'intervention en coaching. Il y a un objectif. Et en parallèle avec l'objectif, il y a une structure, un processus. Donc, on agit dans une situation actuelle, présente dans le présent, avec un potentiel actuel et un potentiel à atteindre. D'accord? Qui est son état désiré dans le futur. Dans une perspective éducative visant l'autonomie, comme on a expliqué dans la première partie. En effet, nous avons un temps d'intervention limité en processus coaching. Merci de fermer les micros, s'il vous plaît. Donc, nous avons un temps limité de l'intervention et nous avons un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et réalisable et aussi temporel. Donc, dans cette vision, il y a des domaines d'intervention. Moi, j'ai appris et j'aime le modèle gros. Donc, tout d'abord, il faut définir les objectifs dans un cadre avec des domaines. Notamment, il y a les domaines cognitifs. Pour ça, j'ai fait la systémie pour rapprocher l'intervention dans un cadre systémique. Donc, tout d'abord, il y a le domaine cognitif où l'on travaille les méthodes d'apprentissage, où l'on analyse les résultats scolaires, où on voit quand même l'organisation temporelle, matérielle de l'ado, sachant que le désordre, c'est bienvenu chez eux à cet âge. Hein.
notamment avec les chaussures et le lit. Le deuxième niveau, c'est le niveau affectif. Le coach doit aller investiguer avec son client coaché ado ou jeune adulte son niveau de connaissance, d'estime et de confiance en soi. Rappelons-nous le processus de l'autonomie. Le troisième domaine d'intervention, c'est son environnement, ses relations amicales, sa culture, son intégration dans sa classe, dans son école, dans sa famille. Et justement, le fait qu'il y ait une certaine transition, il y a tout un environnement en mouvement et lui aussi en tant que système agité, en croissance, en grand mouvement par rapport à son environnement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le coach, souvent, le coach éducatif dans le contexte scolaire, avec cette cible, il est toujours bon, en situation, il y a la notion de santé et justement le cas de l'intervention de ICF, merci à vous, sur le coaching de santé. Donc, il y a les maladies, il y a les réactions physiques, il y a parfois les addictions, il y a les troubles d'attention. Donc, systématiquement parlant avec le jeune, toutes ces dimensions sont présentes dans l'intervention. Attention, parce que le jeune doit aller s'autodéterminer dans son processus de génération de croissance et de trouver ses solutions et ses ressources personnelles avec des actions qui doivent être écologiques et convenables. Et en effet, cela l'aide à construire son identité qui est déjà, entre parenthèses, en construction. Donc, il se donne une image corporelle, une image sociale, une image identitaire. Et c'est très puissant parce que ça devrait être une image réelle de lui, sachant que lui, il est encore en construction. Donc, en effet, nous, les coachs, on ramène le coaché à voir l'écart entre sa perception de lui, de son système de pensée, de son système émotionnel, son indice de conscience par rapport à son environnement, comment je suis vue par l'autre et comment moi je me vois. C'est dans cet écart entre moi et mon environnement que le coaché doit aller chercher ses solutions et ses actions. Avant ceci, il y a des niveaux dans le processus. Et bien entendu, le premier niveau qui nous engage coach et coaché dans ce niveau de changement, c'est la prise de conscience. Quand le jeune, avec bien sûr la mallette magique du coach, prend conscience, je dois faire comme ça. Je ne savais pas que c'était comme ça. Donc, c'est un processus de s'auto-évaluation. En effet, le coaché saisit l'écart qu'il a entre ce qu'il fait maintenant et son vouloir, entre ses besoins. Et ici, parlons besoins, n'oublions pas que le jeune, dans cette période, il n'est pas vraiment en mesure de différencier à 100% ce qui est utile de ce qui est désirable, parce qu'il a plus accès aux émotions que la réflexion. Donc, le deuxième niveau, c'est son niveau d'engagement. Rappelez-vous, les adultes, combien de fois nous, adultes, donnons des promesses d'engagement et ça restait juste des promesses. Et quoi pour un jeune, et parfois mineur, quand il est engagé dans un processus d'engagement, d'où quand même on doit être dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'accompagnement massif, dans l'encouragement pour l'aider dans chaque séance à analyser et réanalyser sa situation pour pouvoir construire ses options. Et éventuellement,
En faisant le lien avec la motivation, on l'encourage à persévérer pour générer ce changement. On l'encourage à s'engager pour atteindre la performance qu'il désire dans un processus qui nécessite de lui le temps et l'effort. C'est un chemin quand même douloureux où la performance est une qualité qu'il faut travailler chez ce jeune coaché. Donc, nous avons parlé de dimension et nous avons parlé de niveau de processus de coaching. Ceci nous ramène, en tant que coach éducatif, de remplir, pas d'une façon mécanique, donc là on parle de l'humain et pas de l'intelligence artificielle, comment on peut voir d'une façon matricielle, systémique, cette matrice où l'on suit avec lui son mouvement dans l'environnement, son mouvement dans lui en tant que système à part unique qui ne peut grandir que lorsque tous les systèmes de son environnement soient en communion. Il faut que tout son système accompagne quand même son changement. D'où la systémie en coaching, parfois on intervient en coaching éducatif, d'où parfois on intervient auprès des parents, auprès des enseignants. Donc, c'est très systémique et très englobant et très vulnérable, effectivement. Les séances, la structure des séances, comment ça marche, tout simplement. Comme le processus de coaching professionnel, nous avons une situation présente, potentielle, orientée vers le futur. Tout d'abord, le coach avec son coaché pour établir le cadre, identifier la situation, il faut s'engager dans un processus de clarification et d'accueil et de recueil, accueil client, recueil d'informations de lui, de son environnement. Deuxième niveau, c'est aller investiguer la réalité et confronter sa réalité avec le réel existant. Troisième niveau, aller explorer les possibilités, comment créer le changement. Et le quatrième niveau, dans quelle mesure on va s'engager dans les objectifs pour les rendre réalité. Et bien entendu, je respecte la théorie de choix de Glasser et son choix est important pour le coach congruent, pour rendre son coaché congruent. Donc, dans cette phase de l'accueil du client, du recueil de l'information, on détermine, on clarifie la demande, on la passe de l'entonnoir, on cherche quand même à établir le contrat, à rendre les objectifs mesurables avec des indicateurs. On cherche quand même la perception, les délais de réalisation, c'est quoi les besoins, les freins. Bon, ce n'est pas le deep coaching à ce niveau, mais passons de l'entonnoir vers des objectifs SMART. Et bien entendu, dans ce passage, le coach est mené à pratiquer son potentiel et ses compétences. Quand j'ai fait cette présentation, il y avait encore les 11 compétences, mais mes amis les coachs se rappellent, c'était au Covid. Bon, j'ai voulu les laisser comme un ancrage pour me développer d'un jour à l'autre plus et plus que les 8 compétences. Donc, en principe, ce sont les 8 compétences. Donc, le coach a ses compétences et a aussi ses techniques. Le deuxième niveau de confrontation de la réalité, on ira chercher quand même son discours, parce qu'il y a souvent des distorsions dans la compréhension de la réalité. Et c'est pour ainsi, il y a des techniques, notamment les techniques d'assertivité, le triangle dramatique, les positions de vie et le recadrage des croyances,
aller chercher ses valeurs par rapport aux valeurs de son environnement. C'est bon, c'est la réalité de notre coaché et hop, la prise de conscience est générée. Au moment de silence, avec une écoute active, et quand on prend conscience que, oh oui, je dois changer quelque chose en moi pour être mon nouveau moi, c'est à ce niveau que le réel processus coaching commence. Et bien entendu, les compétences de coach sont toujours sollicitées pour assurer ce niveau de changement. Je peux schématiser cette partie métaphoriquement avec une petite camionnette pour laisser un petit ancrage où le coach accompagne son coaché qui est, est-ce qu'il est un acteur ou un conducteur de sa camionnette lorsque ses pensées, le P, sont supérieures à ses actions. Il est plus dans la pensée, mais ses actions sont minimes. Bien entendu, ça a un effet sur ses sentiments et ses réactions physiques. Donc, quand les deux roues au devant sont déséquilibrées, qu'est-ce qui va arriver pour la petite camionnette? Vous avez la réponse. Elle va se bousculer, bien sûr. Le deuxième cas, c'est quand il est dans les actions sans aucune pensée. Bien sûr, ça a un effet sur ses sentiments et des réactions physiques, par exemple, la diarrhée, les maux de tête, la nausée, le stress. On voit ça souvent dans l'examen, dans l'apprentissage, bégaiement. Franchement, ce sont les deux premières roues qu'il faut aller chercher pour voir quels sentiments ressent ce jeune coaché dans sa situation. Et effectivement, parmi les événements qu'on peut voir dans cette situation, c'est la procrastination. Donc, il y a quand même toute une panoplie de réalités à aller creuser chez nos coachés et de trouver le mode opératoire convenable pour résoudre quand même avec lui et sous sa responsabilité sa situation pour pouvoir avoir un équilibrage, un certain équilibre dans ses dimensions, sa dimension émotionnelle, le développement de sa pensée cognitive, l'équilibre, son équilibre émotionnel et qu'il soit bien entendu en bonne santé. Le troisième niveau, c'est aller chercher le possible dans l'impossible et comment explorer le potentiel de notre coaché apprenant. Donc, moi, je parle aussi apprenant parfois parce que je fais l'éducation des adultes et parfois, on tire un chapeau et on fait un autre chapeau. Nous, coachs, on doit toujours être conscients de notre posture et de notre référentiel de compétences du champ d'intervention. Au niveau d'options, c'est là où on aille chercher les possibilités possibles, ce qui est désirable, ce qui est écologique, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. On peut chercher plus d'informations. En coaching d'orientation, par exemple, qui est un processus autonomisant, le jeune prend conscience quand même qu'il doit aller chercher lui-même ses écoles, qu'il doit aller chercher lui-même le processus d'inscription selon ce qui intéresse. Et il prend conscience quand même dans quelle mesure il sera satisfait par rapport à ses champs et ses possibilités de réalisation selon ses possibilités d'action. Et ceci nous rend quand même dans le fond de l'action. Bien entendu, avant, il y a toujours les techniques, toujours la mallette de coach. Tous les coachs doivent apprendre et de jouer et d'expérimenter et de s'auto-évaluer eux aussi
et de se faire superviser pour savoir comment manipuler ces outils et comment gérer ses compétences pour se mettre au service de son coaching. Éventuellement, la génération des actions, le comportement, le feedback constructif et positif, le rappel de processus et de la responsabilité, le rappel de l'engagement, le rappel du choix de l'engagement, le rappel du contrat de l'engagement, le rappel de la posture de coach sponsor, coach mentor, coach enseignant, coach gardien. Bon, je sais pas, j'ai le coach éveilleur, bien entendu, qui était mise en situation dans le cadre de l'intervention qui engage et le coaché et le coach et le coaché. Parce que ce qui est garant de l'intervention du coach, c'est son coaché. Et ce qui est garant du résultat du coaché, c'est lui-même le coaché. Et le plaisir quand le jeune coaché réalise ses résultats et appelle le coach pour partager avec lui son évolution. Je termine bientôt, donc ça c'est le schéma global. La clôture, après les X séances qui déterminent la réalisation des résultats. Et bien entendu, s'il est autonome, c'est OK. S'il y a d'autres objectifs, ce sont des nouveaux contrats. Donc, bien entendu, les techniques et les compétences sont là et mes références sont là. Et moi, en tant que coach, je m'engage, comme j'ai promis, dans un processus d'apprentissage en continu pour pouvoir me mettre d'un jour à l'autre au service de mon coaché et en même temps au service de moi-même. Donc, voilà mon intervention. Rajouter à ce que tu as dit par rapport au coach, le besoin de supervision, je dirais avant tout ce qui est primordial, c'est le besoin d'être en thérapie, parce que tout coach éthique doit se faire accompagner pour régler ses propres problématiques, parce que l'univers fera qu'il aura des problématiques qui sont comme les siennes. Et pour ne pas justement la solution de l'autre, la thérapie est indispensable, surtout en ayant pas accès, mais en étant en relation avec un adolescent, où tu as parlé du manque de maturité, le cognitif, et surtout, avec les émotions, ce qui se passe en lui. Ça, c'est très important. Il y a une notion qui est très importante. Tu as parlé du Covid. Et depuis la période Covid, justement, il y a eu un chamboulement à tous les niveaux et les jeunes spécialement ont été secoués. Et donc, la notion du sens-là trouve tout son sens et son poids. Parce que il s'agit de trouver du sens dans un monde en perte de sens et j'irais même jusqu'à en perte d'identité chez nos jeunes. Tu as parlé d'une approche systémique où il faut qu'il y ait communion de tout le système. Et donc, à ce niveau-là, nous, en tant que coach, notre rôle, justement, c'est de créer ce lien dans le système entre l'ado, le parent, l'éducateur. Et là, on passe à la dimension spirituelle où c'est comme ça qu'on va laisser notre empreinte au-delà de notre mission de coach. Donc, j'ai fait le tour et il me restait une question. Si tu peux nous parler de ce contrat tripartite, parce que pour avoir accès à ce jeune, il s'agit d'un contrat en quelque sorte, que la cité tripartite, entre moi en tant que coach, ce jeune-là qui est mon client, mais à qui je ne peux avoir accès qu'à travers l'adulte qui le représente. Oui. Donc, comment se passe cette phase-là? Et qu'est-ce que je dois garder entre moi et mon coaché en termes de confidentialité pour établir ce lien de confiance? Et qu'est-ce que je suis obligée de rapporter à ce parent? Et l'enfant est au courant de ça. Oui. Donc, justement, on essaie de se mettre dans une posture égale avec notre coaché, mais au niveau d'intervention. Mais quand on parle vision éducation,
on est dans notre responsabilité d'éducateurs adultes. Nous sommes engagés devant la loi, tout d'abord, et devant nous, en tant que coach réglementé par l'art de l'éducation. Par exemple, un jeune qui essaye de se suicider, par exemple, est-ce qu'on doit quand même garder le secret et laisser les choses comme ça? C'est impossible. S'il fait des choses qui sont contre la loi. Et ces dimensions sont à clarifier lors du contrat. Lors du contrat, on clarifie ce qu'on peut garder. Merci beaucoup. On peut garder ce qui concerne le coaché dans son évolution selon ses choix personnels, qui ne dérange pas son environnement, qui ne dérange pas sa progression, sa croissance, son changement. Par contre, nous, les coachs, on ne fait pas la médiation. On ne raconte pas son histoire à ses parents non plus, à ses intervenants. D'ailleurs, pour l'anecdote, en intervention, on trouve le coaché dans une chambre et lui, il est intelligent. Parmi les premières questions, et ça, c'est pas pratique, je te pose la question, est-ce que tu vas raconter mon histoire à mes parents? Donc, d'où je parle du contexte sécurisant pour le jeune apprenant. Parce qu'il arrive qu'il pleure ou qu'il est triste à cause de ses parents. Donc, c'est une pensée vraiment très systémique, très globale, qui demande une très grande vigilance dans l'intervention. Donc, bien sûr, on respecte ses choix, qui sont parfois contre les choix de ses parents ou bien de son école. Parce que parlons du contrat, jeune coach parent, bien jeune coach école, ou bien jeune coach école et parent. Clarification de la demande, clarification des conditions de l'intervention, clarification du processus. Si tout le monde est OK, bien sûr, après son OK, on entame le processus. J'espère avoir répondu à Oui, la question. tu as répondu. Avant de donner la main à Nagia qui aimerait partager une expérience, là, je reprends un élément que tu as dit qui est très important. Choisir son discours, son canal de communication. Parce qu'il y a des distorsions de la réalité. Et pour parler le même langage à l'enfant, justement, il faut s'outiller d'outils et de méthodes telles que la communication non violente, etc. Et le meilleur outil de sens, à mon sens, comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'exploration du modèle de Robert Dilts, qui est Oui. excellent parce qu'il permet et l'exploration pour arriver vers la pyramide qui est la quête de sens. Donc, je passe la main à Najia qui voulait faire un partage d'expérience. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Merci, c'était beau, c'était C'est beaucoup. stimulant, c'était vraiment nourrissant. Et en t'écoutant, je pense à mon expérience. Et à mon expérience, il y a un certain nombre de questions. On parle de l'adolescence, de l'adolescent, de quel adolescent on parle? On parle de l'enfant, de quel enfant on parle? Moi, j'ai eu 3 expériences. Une expérience clean, je dirais, guillemets, avec des enfants scolarisés dans le privé à Casablanca. Et puis, j'ai accompagné ce qu'on appelle les enfants qui sont dans l'école de la deuxième chance. Ce sont des enfants qui n'arrivent pas à suivre. Et au lieu de les exclure, le gouvernement, l'État et la société civile ont cherché une troisième voie. C'est à la fois la formation professionnelle, et en même temps la scolarité. Et puis, je me retrouve aujourd'hui, je vis dans le monde rural. Et donc, après le séisme, je suis dans la région de Zahmouth. Et donc, j'ai intervenu. En t'écoutant, donc ça, c'est le cadre théorique qui est très important. La réalité, j'ai été confrontée à plusieurs problèmes. Non, pas problème, défis.
D'abord, dans l'école de deuxième chance, ce sont des enfants qui sont complètement démotivés. Démotivés. Ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Ce sont des enfants où la drogue est très présente. Et c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, je suis adepte, etc. Donc, je suis allée au directeur pour dire, écoutez, appelez un spécialiste pour parler de ça. Donc, je rame vraiment pour qu'on passe 2 heures avec quelque chose qui pourrait les intéresser et qui pourrait les motiver. Je ne pourrais pas dire, je n'étais pas la seule d'ailleurs, nous étions plusieurs. Et on partage l'expérience entre nous. Je ne peux pas dire que ça, on n'a pas laissé une trace. Non, on a laissé une trace. Mais une trace, qu'est-ce que c'est? Ça leur a donné une ouverture. Ça leur a permis d'avoir un moment de se questionner. Se questionner et de ne pas trop parler, parce qu'ils ne savent pas parler. Et ne savent pas dire une pensée, une phrase. C'est vraiment écoute. Là, la région de Hanaout, j'étais confrontée à un autre défi, c'est que c'est une région amazigh. Donc, la langue maternelle, c'est l'amazigh. La structure de la pensée. Et donc, il y a il y a les concepts, bien sûr. Les dirigeants, ils ne comprennent pas les dirigeants. Ben justement, Madame Zelali, merci beaucoup pour ton commentaire. Effectivement, ici, je rappelle que nous, coach, on doit se rappeler de notre posture parce que les sentiments inconsciemment nous ramènent à une relation affective où parfois on oublie que nous sommes des coachs, nous ne sommes pas des thérapeutes ou quoi d'autre. Deuxième point, c'est qu'on agit dans le champ de coaching. Généralement, sont des jeunes, moi, je n'interviens pas avec les enfants. J'interviens avec les ados, 17 ans plus ou moins, et des jeunes adultes, qui sont en principe en sain. C'est-à-dire, ils ont des difficultés, mais ils n'ont pas des maladies. Et si c'est détecté, il faut appeler les spécialistes, les thérapeutes ou bien les experts de métier. D'où, nous, notre rôle en tant que coach scolaire et éducatif, d'être toujours en relation avec ces intervenants spécialistes dans les domaines de santé, dans les domaines de la pédagogie. Un autre point, maintenant que notre voix fait bouger la tête de la pyramide et de créer des changements pour ne pas pouvoir parler dorénavant sur un contexte de deuxième niveau pour l'éducation de nos enfants. On ne veut pas un monde rural, un monde riche, un monde pauvre, parce qu'il reste des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui ont le droit à une bonne éducation. Je vais juste conclure. Merci beaucoup pour votre adresse. Quand je dis enfant, moi je parle de l'enfant 17 ans, 18 ans. En fait, je me réfère à l'éducation. Merci beaucoup. Donc, voilà. Deuxième élément, je dis simplement, le monde a besoin vraiment, il a besoin de nous. A besoin de nous, parce que c'est la situation. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Neji. Alors, pour justement ajouter un petit commentaire là-dessus, moi, je dirais, oui, le monde a besoin de nous, mais il a besoin de toutes les compétences. Parce que quand vous parlez de l'école de la deuxième chance, c'est déjà, par exemple, des enfants, le cadre. Donc, il y a des circonstances et beaucoup d'éléments, donc on leur offre une deuxième chance à travers la formation professionnelle et la scolarité. C'est et puis là, justement, elle a parlé d'un élément qui est très important, qui est la motivation. Comment motiver ces jeunes qui ont perdu peut-être tout espoir. Et c'est pour ça que je dis,
que toutes les compétences doivent se rallier. Coach, c'est-à-dire là, ça devient, le système, comme tu dis. Tout le monde y met du sien pour ramener l'enfant vers cette motivation, avoir une lueur d'espoir. En fait, pour sa responsabilité, on parle d'un préadulte, il a 17 ans, pour choisir comment mener sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, puisque les enfants rentrent avec 100% de créativité à l'école, et à la fin, ils sortent avec 0, si ce n'est qui est négatif, là, justement, intervenir à ce niveau-là avec des coachs professionnels, avec la volonté du gouvernement aujourd'hui qui met l'accent sur les soft skills, sur les power skills, sur l'émergence des potentiels, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et si tout un chacun y met de sien, nous y arrivons. C'est sûr. Et si c'est possible, nous ferons une autre intervention comme ça en intimité d'ici pour voir ce qui se passe dans la motivation scolaire. Ouais. Ok, 11h27, on est vraiment dans le respect du timing. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Merci. Il y a Nadia Jouhari que je remercie. Merci Notre pour nouveau vos membre. commentaires. Merci pour votre énergie, votre encouragement. Voilà. Alors, qui dit, OK pour la réponse, très important d'identifier le focus, LREA et le persona, entre autres, et en priorité pour l'intervention du coaching éducatif, oui, parce que dans le monde éducatif, on attend justement un workshop de sa part. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions où on peut clôturer ce beau webinaire? Moi, j'ai juste une petite intervention pour féliciter Kembushia et pour juste vous dire un témoignage qui est, à mon sens, très important pour Kembushia, c'est que c'est une personne qui bosse très, très fort. C'est une personne qui mérite un vrai encouragement. Et c'est une personne qui revient, je dirais, de loin. Ça veut dire c'est une personne qui a bossé très, très fort pour arriver à ce niveau-là. Et moi, je suis là pour la féliciter et je tiens absolument à la remercier pour la qualité de son intervention et je suis vraiment très fière de Kembushia. Ça, c'est juste un témoignage de ma part. Est-ce que je partage Huda Peko? Huda Yacobi, et je suis coach ICF aussi. Ah, super. Donc, tu es parmi nous Merci. et ça fait plaisir et ça réchauffe les cœurs. Donc, c'est une invitation à tous ceux qui voudront nous rejoindre, qui ne sont pas coachs, oui, et on pourra les orienter vers des écoles de coaching accréditées ou non. J'espère qu'on aura donné cette envie-là déjà. Et puis, ceux qui ne sont pas membres et voudront nous rejoindre, voilà. Rejoignez-nous pour le reste des webinaires de la journée, pour le workshop qui va être en présentiel au Technoparc de 14h à 16h avec notre membre qui intervient dans le domaine de la santé et qui nous vient de Marrakech, Emel Zassibani. Et puis demain pour la journée de la clôture avec une surprise en fin de journée. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.